Chers collègues, chers étudiants, chers invités, on a l'impression d'être en cours de PACES. Donc, il y a 2 amphithéâtres ouverts simultanément. Alors, on m'a dit qu'on avait relégué des étudiants dans l'autre amphithéâtre, mais je ne crois pas du tout. Je pense qu'ils sont aussi présents que vous, avec nos systèmes électroniques, pour célébrer les 50 ans d'une formation. Alors, 50 ans d'une formation, pour une université qui n'a pas encore 50 ans, ça peut sembler un peu étrange. Et effectivement, ça fait partie de ces piliers historiques de notre université. Alors, l'histoire, elle a commencé de façon non écologique. Elle a commencé dans un préfabriqué, dans un parc protégé. Puisque c'est comme ça qu'on peut décrire les débuts de cette aventure dans le parc de Grandmont. Un préfab, est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il a été remplacé par un autre préfab qui a encore un peu plus d'amiante? Enfin, on ne sait pas très bien. En tous les cas, c'était là-bas et ça a démarré. C'est dire qu'une grande aventure peut démarrer dans des conditions parfois difficiles. Et puis, cette formation, qui était une formation classiquement universitaire, mais qui explorait déjà des univers qu'on méconnaissait, s'est très vite transformée en une école. Alors, quand devient-on école? Non pas quand on est polytechnique, on devient école lorsque on a des étudiants, des collègues qui essaiment, c'est-à-dire qu'ils marquent finalement tout le territoire national. Et j'ai croisé des collègues qui sont partis de Tours et qui transmettent ce savoir acquis ici, ces compétences un peu particulières acquises à Tours, dans toutes les villes françaises, et puis surtout dans le monde. Parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise aujourd'hui les formations aménagement à l'université, c'est leur attractivité mondiale. C'est une des formations qui affiche le plus grand nombre d'étudiants étrangers au niveau, évidemment, élevé au niveau des masters. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on s'interroge beaucoup pour l'instant sur la question de la précarité étudiante. On en parlait ce matin autour de l'alimentation. Comment s'initier au goût? La question de la précarité est aussi au cœur de la manière dont travaille cette formation. Il ne s'agit pas seulement de dessiner des routes, des rues, des bâtiments, de transformer un paysage urbain, de transformer un paysage quel qu'il soit. Il s'agit aussi de former nos étudiants à penser l'avenir, à s'adapter. Les fragilités de demain, mais que l'on doit rendre sensibles. Et cette évolution de la formation, même si elle s'appelle ingénieur, même si elle est, Emmanuel, à l'école polytechnique, eh bien, elle garde un côté humain, immensément humain, et s'en fait sa force. Alors, je ne peux pas terminer ces quelques mots. Je vais devoir vous quitter parce que justement, la précarité est le sujet dont je dois parler quasiment tout le temps ces jours-ci. Et puis, il faut un peu préparer certaines manifestations de la semaine prochaine. Mais je ne peux pas vous quitter sans remercier l'organisateur de cette cérémonie. On peut l'applaudir, vraiment. Je ne voudrais pas faire pâlir d'envie nos conférenciers célèbres, mais je pense que Sébastien a recueilli des applaudissements denses, fournis, et il le mérite bien. Merci Sébastien, merci à toutes et à tous, et passez un excellent après-midi. Alors, je ne suis pas président d'université, donc moi j'ai besoin de quelques notes. Chers conférenciers, Monsieur Hulot, Monsieur de Rostolan, Monsieur le président de l'université, Mesdames et Messieurs les élus nombreux et divers, chers collègues, chers amis, chers anciens, chers étudiants, je suis ravi d'ouvrir cet après-midi à l'occasion des 50 ans de l'aménagement à l'université de Tours, lors de cette journée symboliquement importante pour l'école, puisque nous diplômons également aujourd'hui 267 jeunes ingénieurs qui vont sortir de Polytech Tours.
Je tiens évidemment à remercier très vivement l'ensemble des participants à ces journées, et en particulier nos deux conférenciers. Si la salle est si nombreuse, je ne doute pas que ça soit pour mon discours. Et je suis particulièrement ravi d'accueillir des personnes qui ont œuvré pour ces formations au cours des années. J'ai eu l'occasion de les croiser, de les saluer pour certains, et j'en suis extrêmement content. Ces 50 ans que nous célébrons aujourd'hui ont abouti à la forme actuelle du diplôme ingénieur de l'école polytechnique de l'Université de Tours en génie de l'aménagement et de l'environnement. Ces 50 ans ont été marqués par plusieurs étapes. La dernière, celle qui me concerne directement, est l'inscription de l'aménagement et de l'environnement dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Et certains ici, que je vois directement, savent bien mieux que moi que cela ne s'est pas fait sans mal. Faire reconnaître cette discipline en tant que telle, comme une spécialité d'ingénieur, est un défi que nous devons relever chaque fois. Chaque fois auprès de nos tutelles, chaque fois auprès de chacune de nos tutelles. Et pourtant, de l'ampleur des défis qui nous attendent et dont il sera question dans les discussions qui vont venir, la formation de scientifiques à l'interface entre l'urbanisme, les sciences économiques, la politique, le droit, l'écologie, l'environnement, mais aussi les mathématiques, les statistiques, l'analyse de données, l'informatique et j'en passe, sont des profils particulièrement originaux et nécessaires, me semble-t-il. Les défis, qu'il s'agisse des enjeux climatiques, énergétiques, démographiques, consommation de ressources, biodiversité, nécessitent des prises en compte pluridisciplinaires, des réponses techniques et scientifiques étayées et alimentées par la prise en compte d'enjeux écologiques, sociaux, sociétaux, politiques et économiques. Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, comment former des jeunes ingénieurs et scientifiques, aménageurs, urbanistes, écologues, mais aussi informaticiens, mais aussi mécaniciens, électroniciens, à la prise en compte de ces défis, dont nous évaluons encore à peine l'ampleur des impacts. Comment concilier les enjeux personnels de nos futurs ingénieurs, les enjeux professionnels des structures dans lesquelles ils évoluent, mais aussi les enjeux sociétaux? Comment concilier un modèle économique, productif, productiviste, et les réponses aux défis climatiques, énergétiques et de biodiversité? Est-ce vraiment conciliable? Quel rôle pour les sciences de l'ingénieur en général et l'aménagement, évidemment, en particulier dans ces questionnements? Quelles réflexions et quelles actions devons-nous engager, nous, en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, en tant qu'experts dans nos domaines, mais aussi en tant que citoyens? Autant de questions, j'espère, qui seront adressées lors de ces échanges que j'espère riches. Je suis sûr qu'à l'issue de ces présentations et discussions, nous pourrons tous avancer ensemble pour imaginer des modèles de formation, je l'espère, même si j'ai un peu du mal à y croire, mais je l'espère, à la hauteur des défis qui nous attendent. Merci à tous et très bon travail. Bien, merci Monsieur le Président, merci Emmanuel. Alors pour ma part, évidemment, je vais commencer par quelques remerciements aussi, puis ce n'est pas parce que c'est une figure imposée, mais parce que je pense que j'en ai vraiment à adresser. D'abord, effectivement, à Monsieur le Président et Emmanuel pour avoir soutenu ce projet depuis le début, c'est-à-dire depuis presque un an maintenant, y compris financièrement. C'est quand même pas aussi, en termes de temps de précarité, si facile. Donc il y a un an que ce projet vous a été soumis et vous y avez émis aucune réserve. Bien sûr, c'était un peu notre anniversaire, mais bien sûr, on l'a toujours intégré dans le périmètre de l'université et de Polytech, puisque notre identité, elle est faite de cette double filiation. On est né CESA, certes, on a été DA de Polytech déjà, et maintenant DAE. Donc, effectivement, on assume parfaitement cet héritage. Je pense qu'on en est aussi un acteur important. Donc, c'est bien dans ce cadre qu'on développe à la fois nos spécificités et donc ce qui est devenu maintenant la spécialité aménagement et environnement dans l'école. Et effectivement, comme Emmanuel, je peux saluer Christian qui est ici, Philippe Mathis, Christian Proust, Philippe Mathis, Serge Thibault, qui ont œuvré spécialement à un moment donné à Jean-Paul Carrière, qui ont contribué fortement à prendre ce virage de Polytech. Et puis, alors, vous avez été très sympathique pour les applaudissements lorsque le président vous a dit que je vais participer à organiser cette manifestation, mais il faut effectivement les adresser tout autant à toute l'équipe des administratifs et techniques en particulier qui m'ont aidé, plus qu'aidé,
à mettre en place cet événement. Ils ont fait plein de choses qui n'étaient pas dans leur fiche de poste. C'est quand même quelque chose. Et surtout parce que ce n'est pas antinomique, ils ont fait preuve d'énormément d'initiatives et de grande autonomie. Et ça, vraiment, je les en remercie. Idem pour le groupe d'étudiants, une grosse vingtaine d'étudiants qui s'est mobilisé pour être là aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant aux raisons un peu de cette invitation, de cette manifestation. Donc je vous accueille aujourd'hui au nom des collègues du DAE. C'était une opportunité, bien sûr, d'organiser une fête, un cinquantenaire, mais bien sûr, on voulait aussi l'inscrire dans une perspective de réflexion, faire un point, faire un bilan, un petit regard dans le rétroviseur pour mieux envisager notre avenir. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, nous devons sans arrêt renouveler, nous aussi, le contenu de formation. Notre environnement change, je pense au propre comme au figuré. Le cadre de travail de nos étudiants change, leur appétence change aussi. Voilà, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc, effectivement, nous voulons nous inscrire dans un héritage, mais bien sûr, engager aussi nos propres révolutions. Cette révolution, en fait, elle a commencé effectivement il y a 50 ans avec le professeur Labeyrie, alors entre autres parce qu'effectivement il n'était pas lui non plus tout seul, mais c'est un peu la figure tutélaire de notre formation. Sa formation de biologiste lui a fait en sorte qu'il a effectivement prêté une attention toute particulière aux conséquences irréversibles que tous les aménagements pouvaient faire sur l'environnement. C'est un des premiers héritages qu'il nous a laissé. Mais surtout, je crois qu'il a laissé l'idée que l'écologie est aussi une démarche, une méthode. Et à côté, et non pas contre les ingénieurs spécialistes qui équipaient notre territoire, Vincent Labeyrie pensait que la société avait aussi besoin d'ingénieurs généralistes avec des compétences beaucoup plus larges et transversales nécessaires pour aménager et parfois ne pas aménager nos espaces. Pour lui, la seule manière de pouvoir faire face en fait, à tous les problèmes nouveaux était de ne pas avoir un esprit préformaté, technico-reproductible, je dirais, et ainsi... on était en capacité de pouvoir contribuer de manière importante aux nouveaux défis qui se présentaient devant nous. La concrétisation de tout ça, c'est à peu près un peu moins de 3000 anciens élèves aujourd'hui qui exercent, ont exercé aussi pour certains, parce que 50 ans, c'est aussi à un moment donné quelques retraités qui nous accompagnent. Qui exercent leurs activités dans les champs de l'urbanisme opérationnel, de la planification territoriale, dans l'habitat, dans l'immobilier, dans le foncier, dans le développement économique et territorial, dans la politique de la ville, dans les réseaux techniques, dans les énergies renouvelables, dans le transport et les mobilités, la protection et l'entretien des milieux naturels, évidemment, et accessoirement aquatiques. Cela en France, cela à l'étranger, que ce soit dans des structures privées et publiques, ce qui est aussi un changement. Tous ces étudiants devenus aujourd'hui praticiens interviennent pour l'aménagement de nos territoires et je crois que la formation qu'ils ont reçue fait qu'ils sont porteurs de certains nombres de valeurs, parmi lesquelles, bien sûr, donc, la protection de l'environnement. Mais, parce qu'il y a quand même un mais qui justifie notre invitation, c'est-à-dire que force est de constater que quelque part, malgré nos aspirations, nous avons tous un peu manqué la cible, à notre échelle aussi, failli à cet objectif de protection et de préservation de l'environnement. Parce que le constat, on est obligé de le faire, nous sommes obligés de la mettre, c'est que l'environnement ne se porte pas tout à fait bien, c'est sans doute un euphémisme. On pourrait multiplier bien sûr les signaux qui étayent ce constat. Pour ne prendre qu'un seul indicateur, vous le connaissez, mais chaque année, le Global Footprint Network nous informe que la date où notre empreinte écologique a atteint la capacité de résorption de la planète est de plus en plus tôt dans notre calendrier. Et donc, en gros, nous vivons sur 1,7 planète. La question n'est pas de savoir, en tout cas aujourd'hui, si nous, les aménageurs, les praticiens ou théoriciens, en sommes plus responsables que les autres. Ce n'était pas la question que je voulais évoquer. La question était plutôt de savoir pourquoi ce que nous avons fait, enseignants, praticiens et toutes les autres catégories d'acteurs d'ailleurs présents dans cette salle, n'a pas marché.
Et inévitablement, la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment? Premièrement, comment expliquer que ce que nous savons et le fait que nous savons ce que nous devons faire, que nous avons un certain nombre d'objectifs que nous pensons bons, nous n'arrivons pas à les réaliser. En fait, les philosophes grecs, j'ai travaillé un peu quand même pour l'occasion, désignaient déjà ce phénomène par akrasia, c'est-à-dire un cas de déchirement entre ce qu'on sait qu'on doit faire et ce que l'on ne fait pas. La seule différence peut-être, c'est que ce phénomène aujourd'hui, donc effectivement, il n'est pas nouveau, mais il est peut-être collectif, ce qui fait que ça participe sans doute à diluer la question des responsabilités. Donc je crois qu'il faudra trouver des réponses à cette question parce que même si on résume la situation par gros klaxons et petits moteurs, cela ne nous emmène pas très loin. Je crois que si nous n'avons pas quelques premiers éléments de réponse, ça risque de continuer et la deuxième question en fait ne se posera même pas. Cette deuxième question, c'est bien sûr comment faire, comment nous les enseignants, vous les ingénieurs, vous les étudiants bientôt ingénieurs, allez faire pour que ça change. Dans l'histoire des sciences, en épistémologie, le vrai changement, ça s'appelle un paradigme. Et notre paradigme à nous, aménageurs, c'est sans doute celui du développement durable. On a cru qu'on pouvait résoudre cette équation aux trois composantes hétérogènes, économiques, environnementales et sociétales. On a cru qu'on allait pouvoir engager une croissance verte et vertueuse. En réalité, cela peut-être voulait dire changeons juste à la marge, nous allons juste faire un peu mieux, un peu plus vert. Mais aussi ne changeons rien à nos modes de vie, à nos consommations, à nos loisirs, à nos mobilités. Continuons à faire tout cela, mais en mieux. C'était un engagement en fait sans contrainte, à peu de frais, donc acceptable, et sans doute du coup très largement accepté. Mais ce « nous allons mieux faire » présente quelques dangers, et en particulier peut-être pour une formation d'ingénieur où on entretient un peu le culte de l'innovation. Innovation, peut-être qu'on limite parfois trop au domaine technique. Pourtant, des innovations, bien sûr, il y en a dans les domaines des transports, dans l'énergie, dans les matériaux, dans les techniques de construction, dans les villes connectées. Pour autant, il reste la question de savoir si un jour, elles seront à la hauteur, et pas trop tard, de nos enjeux et de nos menaces. Les dégâts sont déjà aujourd'hui irréversibles. Voyez la biodiversité. Il y a aussi dans l'idée de développement durable, l'idée qu'il faille composer subtilement avec des considérations économiques, sociales et environnementales. C'est un peu poser le problème, il me semble, en ayant déjà une petite idée de la manière dont on va le résoudre. Mais qui trop embrasse mal étreint, ou, pour être plus ingénieur, trop de paramètres tuent la fonction, c'est ce que vous voyez. Il me semble que l'urgence environnementale aujourd'hui, notamment climatique bien sûr, nous demande plutôt de décider d'une priorité. Camus disait, parce qu'il faut quand même mettre une citation, « Mal nommer les choses participe du malheur du monde ». Une priorité mal définie aujourd'hui n'oriente pas correctement l'action sans doute. Le développement durable a peut-être été dans ce sens une manière de cacher l'urgence environnementale. Pour tout dire, donc, les paradigmes sont faits pour être cassés et remplacés. J'ai presque fini. Vous les ingénieurs, vous les futurs aménageurs, vous n'êtes peut-être pas simplement ceux qui font des simulations, qui conçoivent des solutions techniques et des solutions optimales à des problèmes que d'autres, en réalité, vous posent. En tout cas, si vous le faites, il faut vous mettre en capacité, en responsabilité de juger si votre intervention a du sens, si votre travail est à l'auteur des enjeux, si vous jouez dans un bac à sable ou si vous travaillez efficacement à des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes qui ont le plus d'impact négatif pour le plus de monde. C'est ces problèmes-là que sont aujourd'hui les problèmes environnementaux.